Tout pour investir. Dose d'économie. Notre dose d'économie quotidienne avec vous, Nicolas Dose. Bonjour. Bonjour. Nous continuons évidemment de parler de nos agriculteurs qui dénoncent la faiblesse de leurs revenus. Est-ce qu'on peut dire que les industriels et la grande distribution se gavent sur leur dos? En tout cas, c'est l'avis de la FNSEA qui a mis vraiment, la grande distribution en tête de gondole du sujet. Alors, c'est un peu court de trouver comme ça un responsable. En fait, d'ailleurs, vous regardez ce qui se passe depuis maintenant quelques jours. Vous avez pratiquement autant de revendications qu'il y a de différents producteurs de différents produits, et également en fonction des endroits où ils sont installés sur le territoire. Alors, pour certains, c'est la grande distribution. Pour d'autres, la priorité, c'est la volaille ukrainienne. Pour d'autres, c'est qu'on a arrêté un pesticide et que, moralité, ils ont une capacité de production qui a considérablement reculé. Ou encore l'accès à l'eau. Ou encore le compensation d'indemnités qui sont promises. Par exemple, après la chronique ce matin sur BFM TV, il y a un agriculteur d'Eure-et-Loire qui m'écrit sur X et qui me dit « Mon problème, c'est pas la grande distribution. En fait, là, les prix sont plutôt corrects. Je ne suis pas à perte, mais on m'a promis des compensations pour les betteraves. » Et j'attends mes compensations pour les betteraves. Voilà. Donc si les agriculteurs, si vous voulez, étaient tous en train de vendre à perte, ils seraient pratiquement tous sous le seuil de pauvreté. C'est quand même pas le cas. Alors, il existe évidemment des abus. Il existe des moments où la loi n'est pas respectée. Dans ces cas-là, il faut des sanctions. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal vendredi. Il a clairement dit qu'il y aurait des sanctions très lourdes dans les cas où la loi Egalim n'est pas respectée. Et il a dit à l'époque qu'il avait ciblé 3 grandes entreprises, notamment 2 coopératives laitières et puis Bigard, qui était cité. D'ailleurs, pas de la grande distribution. Il faut pas céder à la facilité de vouloir toujours considérer que c'est forcément le gros qui va matraquer le petit, et que c'est comme ça que ça se passe. Après, celui qui engraisse vraiment à la fois les industriels et la grande distribution, c'est le consommateur. C'est quand même lui, en bout de chaîne. Bon, en fait, le sujet, c'est d'identifier les dérives quand il y en a, et puis de simplement faire appliquer la loi, ce que vous dites. Exactement. Alors, on a une loi un peu particulière qui n'a pas d'équivalent en Europe, les lois Egalim 1 et 2, qui ont posé un principe. Le prix des matières premières agricoles non négociables. Ça veut dire qu'il y a un mode de fonctionnement, évidemment, c'est toujours un peu complexe quand on parle d'une loi, mais vous avez d'abord une interprofession qui va devoir déterminer le prix des matières premières. Et une fois alors c'est par culture, bien sûr, et par production. Et une fois que ce prix est déterminé lors des négociations annuelles, les distributeurs et les industriels ne peuvent pas remettre en cause ce prix des matières premières agricoles. Sauf qu'on est encore en train de se demander quelle est la meilleure méthodologie pour établir ce prix de matières premières agricoles. Et actuellement, vous avez à peu près 3 options qui se tirent la bourre pour savoir laquelle est la meilleure. Et puis, il y a une nouveauté aussi. Il y a pas mal de centrales d'achat qui ont pris une dimension européenne. Et il y a des contentieux actuellement qui sont en cours pour savoir si, en fait, les centrales d'achat n'ont pas pris une dimension européenne de manière à négocier au niveau européen et du coup, en négociant au niveau européen, ne plus avoir la contrainte de respecter la loi française parce qu'on est européen. Et donc, il y a des contentieux parce que certains vont jusqu'à imaginer, si vous voulez, que on a créé des centrales d'achat européennes dans l'objectif, justement, de pouvoir se soustraire au droit français. Alors ce matin, il y avait Dominique Schelcher de Système U qui était sur BFM TV avec Apolline de Malherbe. Alors lui, il a affirmé qu'il n'avait pas de négociation en dehors de France, expressément pour avoir la possibilité de déroger au droit français, et que ces négociations se faisaient sur le sol de France, principalement à Rungis, a-t-il expliqué. Après, il a fait 5 propositions. Il a dit qu'il fallait plus de contrôle auprès de la grande distribution, et il y en a déjà beaucoup, a-t-il raconté. Il a dit qu'il fallait atteindre vraiment le degré de transparence d'Egalim qui était prévu en matière, sur la part des matières premières agricoles contenues dans les produits. Alors là, c'est assez technique, mais visiblement, en tout cas, le compte n'y est pas, même si la loi a prévu d'aller vers ce degré de transparence. Il plaide la clause d'indexation. Vous avez un prix négocié pour 1 an, mais s'il y a un événement qui fait qu'il y a des très fortes volatilités, on en tient compte dans la fixation du prix final, même en cours d'année, sans attendre la nouvelle négociation. Il propose de sortir d'un système de négociation, justement, qui est limité à 2 mois et demi dans l'année, pour un système de négociation tout au long de l'année, comme c'est le cas dans la plupart des pays. Et puis, il veut multiplier les contrats tripartites, où cette fois-ci, on met autour de la table les industriels, les distributeurs, les agriculteurs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez l'industriel va négocier le prix des matières premières agricoles avec l'agriculteur. Et ensuite, l'industriel va négocier le prix du produit fini avec la grande distribution. Eh bien, lui, il propose des contrats tripartites et enfin, il appelle aussi à accélérer des travaux parlementaires qui sont en cours pour tirer les premiers enseignements, le premier bilan de ces lois Egalim. Voilà, faire respecter la loi, en fait, tout simplement. Bon, pour pouvoir vivre de son travail, de monter
mon travail, de leur travail. Ce sont les revendications qu'on entend dans la bouche de beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices au micro de nombreux médias. Est-ce que c'est une revendication tout à fait exacte? C'est totalement le sujet. C'est totalement le sujet et c'est indiscutable. Mais je crois que ce n'est pas un problème de prix. Je crois davantage que c'est un problème de coût. En fait, les éléments constitutifs de cette crise agricole, ce sont les fameuses normes, la folie normative, appelons-la comme ça. Ensuite, c'est la maladie française de la surtransposition et essentiellement l'histoire des coûts de production qui sont plus élevés chez nous qu'ailleurs, même plus élevés que chez nos voisins. Donc on a un déficit de compétitivité. Et plus qu'un problème de prix, je pense qu'il y a un problème de coût qui a conduit, c'est vrai, à avoir un doublement des importations de 10 à 20% de la consommation en l'espace de 25 ans. Je rappelle quand même toujours que la France est leader en Europe de l'agriculture. C'est toujours vrai aujourd'hui, qu'on a dégagé un excellent commercial de 10 milliards d'euros sur l'agriculture en 2022, mais que le déclin est bel et bien là, puisque les parts de marché de l'agriculture française en 2000, c'était 8%, et un chiffre du Haut Commissariat au Plan en 2021 a calculé qu'on était tombé à 4,7%. Donc on a quand même presque perdu la moitié des parts de marché. Mais on reste leader en Europe. Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie pour pouvoir vivre de son travail. La revendication des agriculteurs qui dénoncent évidemment la faiblesse de leurs revenus. Et ce sujet qu'on aurait pu soumettre à Jean-Marc, la différence entre un prix et un coût. Un prix et un coût ou un prix et un tarif? Un prix et un coût. Un prix et un coût. Tarif, c'est déjà fait. Tarif, c'est déjà fait. Merci, cher Nicolas.